Sirotant mon deuxième café, je me grattais la barbe naissante, contemplant la tâche intimidante qui m'attendait. Ma femme et moi venions de rentrer d'une aventure épique à Yellowstone avec nos amis, réussissant à peine à nous traîner jusqu'au lit à notre arrivée. Debbie était partie travailler ce lundi matin, tandis que j'avais le luxe de quelques heures supplémentaires avant mon service de 16 heures. Je m'appelle Dave Dawson, et Debbie est ma femme depuis seulement 1 an. Nous avons célébré notre premier anniversaire il y a 1 mois. Ce voyage était notre cadeau à nous-mêmes, profitant des jours de congé nouvellement acquis par Debbie. Avec une famille à l'horizon, nous avons saisi l'opportunité d'une dernière aventure épique. Nos amis John et Cathy Harrison nous ont rejoints, rendant possible un trajet sans arrêt et maximisant nos 7 jours de camping. Ils avaient laissé leur enfant de 15 mois à la mère de Cathy, leur permettant de pleinement embrasser l'expérience de la nature sauvage. En sortant dans l'allée, j'ouvris notre fidèle fourgonnette Chevy, pour être accueilli par une montagne de déchets, les séquelles de 4 adultes lors d'un voyage de 9 jours. John et Cathy avaient récupéré la plupart de leurs affaires quand nous les avions déposées, mais le chaos restant était écrasant. Avec un profond soupir, je commençais à m'attaquer au désordre. Des valises, des boîtes de nourriture, un mini-réfrigérateur, du matériel de camping et une pile de linge qui pouvait rivaliser avec l'Everest attendaient mon attention. Je transportais les valises à l'intérieur, jetais le linge dans le vide-ordures, réapprovisionnais le réfrigérateur et le garde-manger, et ramenais le matériel de camping et de pêche au garage. Les conséquences réelles d'une aventure inoubliable battaient leur plein. Je regardais le lit que j'avais fait à l'arrière de la fourgonnette et réalisais que je devrais peut-être sortir le matelas et passer l'aspirateur sur tout le plancher. Je pris l'aspirateur et la poubelle du garage, ouvris les portes arrière et commençai à retirer la literie. Le matelas double était fait sur mesure et s'ajustait parfaitement à la largeur de la fourgonnette. Finalement, il céda et je tombai sur les fesses alors que le matelas, la literie et divers débris tombaient d'un coup. Je me relevai, séparai la literie et la mis de côté pour la laver. Je pris une poubelle et commençai à la remplir avec tous les déchets qui étaient tombés avec le matelas. Des emballages de McDonald's, des couvercles de canettes de bière, des serviettes froissées, des gobelets de café en polystyrène écrasés, des emballages de préservatifs. Je m'arrêtai, regardant bêtement ce dernier article. Je m'assis, me sentant soudainement étourdi et me demandais comment cela était arrivé ici. Je lissais l'emballage déchiré sur mon genou. Il était écrit Trojan Ultra Sin sur le devant. Quelque chose n'allait pas. Je savais qu'elle n'était pas là avant notre départ pour Yellowstone. J'avais nettoyé le van de fond en comble, y compris en retirant le matelas, en passant l'aspirateur et en changeant la literie avant que nous ne chargions nos affaires. Je tripotais distraitement l'emballage tout en réfléchissant à mes options. Debbie avait arrêté de prendre la pilule il y a 1 mois. Nous avions décidé de fonder une famille dès qu'elle aurait terminé sa première année de travail. John et Cathy ne faisaient pas mystère du fait qu'elle prenait la pilule jusqu'à ce que leur petit garçon ait 2 ans. Ensuite, ils prévoyaient d'avoir un deuxième enfant. Je pensais que c'était peut-être une blague de mauvais goût. John avait parfois un sens de l'humour particulier, surtout après quelques bières. J'y réfléchis pendant quelques minutes. Puis je pris une poubelle et en déversai le contenu sur l'allée. Je me mis à fouiller dans les déchets, les examinant attentivement jusqu'à ce que je tombe sur une serviette froissée. Je la dépliai avec précaution. Sous la dernière couche de la serviette se trouvait un préservatif séché et froissé. Non, ce n'était pas une blague. Soudain, je me sentis nauséeux. Je me redressai brusquement et mis ma tête entre mes genoux, essayant de ne pas vomir. La logique était implacable. Premièrement, quelqu'un avait eu des rapports sexuels dans mon van en utilisant un préservatif, très probablement pour éviter une grossesse. Deuxièmement, ce quelqu'un n'était pas moi. Troisièmement, la seule femme de ce voyage qui risquait une grossesse était Debbie. Assis, recroquevillé, je réfléchis aux détails de notre voyage. La seule fois où John et Cathy avaient dormi dans le van, c'était sur la route. Quand nous installions le camp, ils montaient une tente pour 2 personnes avec un matelas gonflable et y dormaient. J'étais seul dans le van pendant notre séjour dans le parc. Nous avons passé la majeure partie de la semaine tous les 4 ensemble. Nous faisions des randonnées, de la natation ou du tourisme. Ensemble, sauf un jour. Vers le 4e jour dans le parc, je voulais aller à un petit lac situé à environ 8 km de la route. Il y avait une cascade là-bas et la rumeur disait qu'on y trouvait du bon poisson.
J'ai décidé de prendre une canne à pêche et des appâts pour essayer de pêcher. Cathy était partante, mais Debbie a dit qu'elle était fatiguée et ne voulait pas y aller. John a suggéré qu'il reste avec Debbie et aille en ville pour acheter quelques provisions qui nous manquaient. Alors, après un déjeuner matinal, Cathy et moi sommes partis en randonnée. Plus de 5 heures s'étaient écoulées lorsque nous sommes finalement revenus à notre camp, fatigués mais heureux de notre excursion. Debbie et John avaient commencé à préparer le dîner sur notre petit réchaud à propane et buvaient de la bière. À en juger par le sac de bouteilles vides, ils en avaient bu plus que quelques-unes. Ils bavardaient joyeusement et Debbie riait, visiblement éméchée. J'ai vu Cathy froncer les sourcils en voyant cela. La consommation d'alcool de John posait parfois problème et, selon toutes les versions, ils se disputaient souvent à ce sujet. Debbie était inhabituellement affectueuse lorsque nous sommes allés nous coucher ce soir-là. Nous nous étions retenus jusqu'à présent car la tente de John et Cathy n'était qu'à quelques mètres. Il faisait si chaud que nous dormions avec les portes du van ouvertes, à l'exception du moustiquaire. Dès que nous sommes montés sur le lit, nous avons commencé à faire l'amour. Le lendemain matin, John m'a regardé avec un air suffisant comme s'il avait entendu ce que nous faisions la nuit précédente. Maintenant, je réalise que ce regard ressemblait plutôt à « Espèce d'imbécile, je viens de coucher avec ta femme et tu n'en as aucune idée. » Et la sensation nauséeuse que je ressentais dans mon ventre me disait que je commençais à le croire aussi. Je me suis levé et j'ai mécaniquement continué à nettoyer le van. Mais d'abord, j'ai soigneusement placé l'emballage et le préservatif froissé dans un sac et je l'ai caché dans le garage. Pourquoi? Je ne comprenais pas vraiment. Je ne pourrais peut-être pas me convaincre plus tard que j'ai simplement cru l'avoir trouvé. Je n'aimais vraiment pas la conclusion qu'il suggérait. Tout en nettoyant l'intérieur du van, puis en sortant le tuyau pour commencer à laver l'extérieur, mes pensées sont retournées 3 ans en arrière, lorsque Debbie et moi nous sommes rencontrés. Je venais d'avoir 20 ans et c'était le 2e semestre de ma 2e année à l'université du nord du Michigan. J'étudiais pour devenir ingénieur électricien et je réussissais bien, mais les problèmes d'argent me pesaient. Je n'avais jamais été éligible pour une bourse, alors j'avais payé les 2 dernières années avec l'argent que j'avais économisé en travaillant au lycée et dans des usines automobiles les 2 derniers étés. Mais l'argent s'épuisait. Je savais que je ne pourrais pas gagner assez d'argent pour ma 3e année l'été suivant et le travail à temps partiel que j'avais pendant l'année scolaire ne me procurait qu'un peu d'argent de poche. Maman et papa n'ont jamais pu m'aider beaucoup non plus. Nous étions catholiques et j'avais 3 frères et sœurs plus jeunes à la maison. Nos parents insistaient pour que nous allions tous à l'école paroissiale au moins jusqu'en 3e. Par conséquent, ils payaient encore les frais de scolarité pour les 2 plus jeunes. Ma sœur aînée étudiait au lycée public. À mon avis, j'avais 2 options. Commencer à contracter des prêts étudiants et obtenir mon diplôme avec une dette écrasante ou abandonner l'école pendant 2 ans et essayer d'économiser suffisamment pour obtenir mon diplôme. J'avais presque décidé qu'une pause serait une bonne idée. Les délais constants et les examens étaient devenus fatigants et j'en avais assez de vivre dans une chambre à 4 lits. Peu importe à quel point on essayait, on avait toujours au moins un colocataire désagréable. J'ai déjà écrit une lettre au bureau d'emploi de l'usine d'assemblage où j'ai travaillé l'été dernier pour me renseigner sur un poste. C'était vendredi soir et les examens de mi-session venaient de se terminer. Quelques-uns d'entre nous du dortoir avons décidé de traverser péniblement quelques pieds de neige pour aller à une fête hors campus pour célébrer. C'était l'une de ces fêtes typiques de dortoir universitaire avec des fûts de bière. Toute la bière que vous pouvez boire. Les gars payaient 5 $ et les filles entraient gratuitement. La musique était forte, il y avait de la danse dans certaines pièces et des jeux à boire dans d'autres. Avant la fin de la nuit, quelques gars ont de la chance et couchent dans l'une des chambres à l'étage. J'ai eu quelques rendez-vous occasionnels pendant mes études, mais je n'ai pas eu de petite amie sérieuse depuis le lycée. Le programme d'ingénierie était exigeant et je travaillais toujours à temps partiel. Le peu de temps libre que j'avais, je le passais dans le bâtiment des sports intramuros à jouer au basket ou parfois au racquetball. Quand nous sommes rentrés, l'un de mes colocataires, Josh, a pointé du doigt un groupe de personnes dans le coin et j'ai simplement hoché la tête en disant que j'allais lui chercher une bière. Je me suis frayé un chemin à travers des groupes de jeunes qui dansaient ou parlaient, essayant de ne pas renverser les 2 gobelets en plastique que j'avais obtenus du gars au fût. Finalement, j'ai remarqué Josh qui parlait à 2 filles à l'autre bout de la pièce. Quand je me suis approché de lui, il a tendu la main, a attrapé l'un des gobelets et a dit « Dave,
Je veux te présenter Miranda. Nous sommes ensemble en écho 202 et voici sa colocataire Debbie. Voici Dave. J'ai souri à Miranda, une jolie brune, et lui ai tendu la main. Salut Miranda, ravi de te rencontrer. Puis je me suis tourné vers sa colocataire, j'ai tendu la main et je me suis figé. Debout devant moi se trouvait l'une des plus belles filles que j'ai jamais vues. Elle avait de longs cheveux blonds roux et des yeux verts qui trahissaient son héritage irlandais, un sourire qui illuminait la pièce et des lèvres sensuelles qui ne demandaient qu'à être embrassées. Même avec un jean, un sweat à capuche et une écharpe d'hiver autour du cou, il était évident qu'elle avait de sérieuses courbes en dessous. J'ai finalement repris mes esprits en entendant Josh, Miranda et Debbie rire de moi. J'ai rougi et me suis excusé. Oh, désolé, je ne voulais pas être impoli. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai regardé Debbie droit dans les yeux et j'ai lâché. Mais tu es la plus belle fille que j'ai jamais rencontrée. C'était maintenant à son tour de rougir. Eh bien, merci, Ken. La fille ne peut pas entendre ça. Et elle a ri. Josh a dit, vous savez que vous êtes pratiquement voisins chez vous. Debbie est de DeWitt. Pas de blague, je suis d'Okemos. Tu es allé au lycée de DeWitt? Non, j'ai fréquenté le lycée catholique Gabriel. Elle a dit, je suis catholique aussi, mais mes parents n'avaient pas les moyens de m'y envoyer. J'ai dit, nous avons commencé à discuter et nous nous sommes lentement éloignés vers l'un des coins. Gabriel était un lycée qui desservait une demi-douzaine de paroisses, dont la mienne et celle de Debbie. Beaucoup de mes amis de mon lycée catholique y étaient allés. Il s'est avéré qu'elle en connaissait plusieurs, et nous avions tous les deux obtenu notre diplôme la même année. Nous avons parlé et parlé, complètement inconscients du temps qui passait, jusqu'à ce que Miranda vienne finalement nous dire « Je déteste vous séparer, mais il est minuit passé et il neige à nouveau. Il est temps pour nous de retourner au dortoir. » Debbie m'a regardé, je pensais avec regret, et a dit « Eh bien, je suppose qu'il est temps pour moi de partir. » Essayant de ne pas paraître désespéré, j'ai dit « Attends, j'aimerais te revoir. Je peux t'appeler ?» Elle a dit timidement « D'accord, je suis à East Shore Hall. » Debbie, je ne connais même pas ton nom de famille. C'est Königsknecht. Je sais que c'est un nom à coucher dehors, a-t-elle dit, un peu gênée. Je l'ai regardée avec étonnement. Tu es une K13. Les premiers Königsknecht ont émigré d'Allemagne dès le milieu des années 1800 et se sont installés dans plusieurs communautés du centre du Michigan. Pendant les 100 années suivantes environ, ils ont été si prolifiques que leurs enfants dominaient de nombreuses écoles rurales. L'histoire raconte qu'un professeur en colère leur a finalement donné le surnom de K13 à cause des 13 lettres de leur nom, et ça leur est resté. Elle a vraiment ri alors. Coupable, mais ma mère est irlandaise pure souche. Tu ne vas pas le croire. J'ai un oncle qui a épousé une K13 des environs de Standish, ai-je dit. Pas possible. Appelle-moi et on pourra en parler davantage, a-t-elle dit alors que Miranda lui prenait la main et l'entraînait vers la porte. Tu peux compter là-dessus, lui ai-je dit en les regardant partir dans la nuit. Le lendemain, je l'ai rappelé. J'étais tellement fasciné par elle que je ne pouvais pas attendre. Un jour plus tard, nous nous sommes retrouvés pour manger une pizza. C'était encore un soir de semaine, mais nous avons passé plusieurs heures ensemble à parler de l'école, des amis de chez nous et de nos familles. Après l'obtention de son diplôme, ses parents voulaient qu'elle aille à l'université près de chez eux. Mais elle en avait assez d'être sous le contrôle parental. Elle a postulé dans plusieurs écoles de l'État et a choisi celle la plus éloignée de chez elle. 400 miles étaient suffisants pour couper les cordons les plus solides du tablier. Debbie étudiait le marketing et travaillait dans la même chaîne de magasins depuis 2 ans, et pendant les vacances à venir, elle avait été embauchée comme stagiaire dans leur bureau. Elle a fréquenté l'université grâce à une bourse partielle et des prêts étudiants, faisant de sa réussite académique une priorité. Elle avait 2 sœurs, une aînée et une cadette. Ses parents payaient encore pour que sa plus jeune sœur aille au lycée, tandis que l'aînée fréquentait une université publique près de Détroit. Ainsi, ils étaient très limités et ne pouvaient fournir qu'une aide restreinte. Elle a avoué qu'elle était pom-pom girl dans l'équipe principale au lycée, mais n'avait jamais passé d'audition à l'université. Elle adorait l'eau et avait passé ses 2 derniers étés de lycée comme maître nageuse dans un country club local. Apparemment, ses parents étaient assez stricts avec elle et ses sœurs. Elle semblait n'avoir pas eu le droit de sortir beaucoup au lycée. J'ai appris plus tard par Miranda, via Josh, qu'elle rattrapait le temps perdu depuis son entrée à l'université.
Elle avait des garçons qui faisaient la queue pour sortir avec elle. Elle rencontrait quelqu'un 1 ou 2 fois par semaine, mais la relation n'était pas permanente. J'étais déterminé à me rapprocher d'elle. Je l'ai invitée à nouveau et nous sommes sortis régulièrement pendant le reste du semestre. Nous passions toujours un excellent moment. Elle avait un merveilleux caractère et un grand sens de l'humour. Je pouvais l'écouter pendant des heures. Elle adorait les fêtes universitaires et nous buvions quelques bières et dansions un peu. À mesure que le temps se réchauffait, j'ai pu la voir autrement qu'en bottes et sweatshirt trop grands. Mon Dieu, elle était bien faite. Quand je l'ai vue pour la première fois en débardeur et short, j'ai commencé à douter de moi. Je veux dire, Debbie était un mannequin. Que faisait-elle à sortir avec moi? Elle mesurait environ 1,70 m, pesait 50 kg, avec une taille fine, des hanches légèrement évasées, des seins fermes et des jambes à tomber. En comparaison, je mesurais juste un peu plus d'1,80 m et pesais 86 kg. J'avais les cheveux bruns, les yeux marrons et des traits réguliers mais ordinaires. J'étais en bonne forme grâce à l'exercice régulier, mais mon apparence pouvait être décrite au mieux comme trapue. J'avais la peau un peu foncée, mais je ne me démarquais pas de la foule. Nous sommes sortis ensemble jusqu'à la fin du semestre, environ 6 semaines plus tard, mais pendant tout ce temps, je savais qu'elle voyait aussi d'autres garçons. Après le 2e rendez-vous, nous sommes passés au stade des baisers. Et les dernières fois où nous sommes sortis, nous avons eu des séances de baisers intenses avec quelques caresses. Elle semblait aussi excitée que moi de continuer et j'espérais que ce fait l'encouragerait à arrêter de voir d'autres gars. Mais il semble que cela ne se soit pas produit. Lors de notre dernier rendez-vous avant la fin du semestre, nous avons parlé de nous revoir une fois rentrés chez nous. Nous vivions à seulement 30 km l'un de l'autre et elle a dit qu'elle voulait continuer à me voir. Mais c'était la première fois que je lui parlais de ma décision de ne pas retourner à l'école l'année scolaire suivante. Quand elle a réalisé que j'étais sérieux, elle a semblé s'arrêter et me regarder attentivement. J'ai pensé qu'elle acceptait l'idée et mes raisons. Mais plus tard dans la soirée, au lieu de nous blottir quelque part un moment, elle a annoncé qu'elle devait étudier pour son examen final. Après avoir porté cette tension toute la soirée, je l'ai ramenée à l'auberge. Elle m'a rapidement embrassé, m'a serré dans ses bras et est rentrée en courant sans dire un mot sur le fait que je l'avais appelée quand nous étions rentrés. Perdu dans mes pensées, je suis retourné à pas lourd au dortoir, me demandant ce qui s'était passé. Après mon dernier examen et avant de quitter le campus, j'ai essayé de l'appeler, mais une de ses colocataires a dit qu'elle n'était pas là. Je savais que ses parents étaient venus la chercher et j'ai pensé qu'ils étaient peut-être partis quelque part. Retourner chez ses parents et ses frères et sœurs est toujours une nécessité, mais nous semblions avoir réussi à gérer cela. Et le lendemain de mon retour à la maison, j'ai recommencé à travailler à l'usine. J'ai eu la chance d'obtenir un poste au contrôle qualité pour l'équipe de jour. Au moins pour les 90 premiers jours, après quoi je passerai probablement à l'un des autres quarts. J'ai essayé d'appeler les parents de Debbie quelques fois le soir, mais ils disaient toujours qu'elle n'était pas à la maison. J'ai laissé mon numéro, mais j'avais l'impression qu'elle m'évitait. Cette pensée me brisait le cœur, mais je soupçonnais que si je continuais à insister, cela ne finirait pas mieux. Environ une semaine plus tard, j'ai été surpris quand ma mère m'a passé le téléphone en disant que c'était quelqu'un nommé Debbie. Quand j'ai répondu, Debbie s'est excusée de m'avoir manqué les premières fois que j'avais appelé et espérait que je n'étais pas fâché contre elle. Je l'ai assuré que ce n'était pas le cas. Nous avons un peu parlé des examens finaux et de nos nouveaux emplois. Finalement, elle a dit doucement, « Dave, j'espérais que tu appellerais pour me proposer un rendez-vous. » Je lui ai répondu, « Je voulais le faire, Debbie, mais comme je n'ai pas pu te joindre ces 2 dernières semaines, j'ai eu l'impression que tu ne voulais plus me parler. » J'ai dit tristement, « Non, non, Dave, s'il te plaît, ne pense pas comme ça. J'admets que j'étais un peu contrarié quand tu m'as dit que tu ne retournais pas à l'école. Je ne savais pas quoi penser, mais j'aimerais sortir avec toi à nouveau. » Elle a ajouté, « C'est le début d'un super été. Comme nous travaillons tous les deux, nous avons pu nous voir quelques fois par semaine. Et j'étais presque sûr qu'elle ne sortait avec personne d'autre. Finalement, j'ai rencontré sa famille et elle a rencontré la mienne. Nous semblions tous bien nous entendre, à l'exception de ma sœur aînée. Pour une raison quelconque, elle ne semblait pas chaleureuse envers Debbie, mais je n'y ai pas prêté attention. Nous allions au cinéma, dînions ensemble, et organisions parfois des soirées avec ses amis ou mes amis du lycée.
Nous sommes allés à la plage du lac Michigan à quelques reprises lorsque nous pouvions passer une journée de congé ensemble. Voir Debbie en bikini m'a fait verser des larmes de joie. Nous nous amusions dans le lac et elle s'est moquée de moi quand mon maillot de bain a gelé et que je ne pouvais pas sortir de l'eau. Nous avons recommencé à nous embrasser et à élargir nos horizons chaque fois que nous nous retrouvions. Fin juillet, j'ai décidé que je ne pouvais pas vivre à la maison pendant les 2 années qu'il me faudrait pour économiser assez d'argent pour retourner à l'école. Je gagnais un assez bon salaire et j'ai décidé que je pouvais me permettre un petit appartement. Mais la raison principale était que je voulais vraiment être seul avec Debbie. J'étais presque certain que nous étions parvenus à un accord concernant l'évolution de notre relation. Maman et papa étaient heureux d'apprendre la nouvelle et m'ont aidé à obtenir des meubles d'occasion décents auprès d'amis et de la famille. J'ai déménagé quelques semaines seulement avant que Debbie ne doive retourner à l'école. Ce premier week-end, nous sommes allés dîner et sommes revenus à l'appartement, tous deux conscients de ce qui allait se passer. Devant la porte, je l'ai prise dans mes bras et l'ai embrassée pendant très longtemps, nos langues effleurant doucement nos lèvres. Debbie s'est écartée, a pris ma main et m'a conduit dans la chambre. Nous nous sommes tenus ensemble dans l'obscurité et nous nous sommes lentement déshabillés l'un l'autre. Lorsque nos derniers vêtements sont tombés au sol, nous nous sommes rapprochés, enlacés et embrassés à nouveau. Puis nous avons fait l'amour. Nous avons fait l'amour 3 fois de plus cette nuit-là avant que je ne la ramène chez elle. Chaque fois, c'était de mieux en mieux. Nous sommes allés sous la douche à quelques reprises pour nous nettoyer avant la fois suivante. Pendant les 3 semaines suivantes, Debbie a passé chaque soirée avec moi un jour sur 2. Un soir, elle a dit à ses parents qu'elle dormait chez une amie et est restée avec moi jusqu'au matin. C'était merveilleux. Ces longues soirées nous ont donné l'occasion d'explorer plus que nos corps. Je voulais tout savoir d'elle. Nous avons parlé pendant des heures. Elle m'a confié à quel point elle aimait l'université, les cours, les aspects sociaux et toute l'expérience en général. Elle se sentait stressée à la maison car, disait-elle, ses parents essayaient toujours de contrôler sa vie sociale. Quand est venu le moment pour elle de retourner à l'école, je suis devenu de plus en plus déprimé. La dernière nuit que nous avons passée ensemble, nous avons parlé après avoir fait l'amour lentement et tendrement. J'ai dit, « Debbie, je sais que parler de mes sentiments te met mal à l'aise. Je t'aime et je veux avoir un avenir avec toi. Mais tu me fais sentir que tu ne ressens pas la même chose. » Des larmes sont apparues dans ses yeux. Elle m'a regardé. « S'il te plaît, Dave, j'adore être avec toi et faire des choses avec toi. Ne pouvons-nous pas simplement profiter du temps que nous passons ensemble? J'aime être avec toi, Debbie. Je veux juste te voir plus souvent. Je veux que tu saches que pour moi, tu es la seule. J'espère que tu ressens la même chose. » Pour la première fois, Debbie a détourné les yeux et ne me regardait plus. « Dave, nous avons été séparés pendant si longtemps. Je ne m'attends pas à ce que tu restes à la maison sans vivre ta vie. Debbie, les autres filles ne m'intéressent pas. Personne ne peut se comparer à ce que nous avons. J'espère que tu ressens la même chose. » Debbie m'a serré dans ses bras et m'a embrassé, et nous avons oublié notre conversation pendant un moment. Plus tard, quand j'y ai repensé, j'ai réalisé qu'elle ne m'avait jamais vraiment répondu. J'ai compris qu'elle n'était pas aussi engagée dans notre relation que moi. Quand j'y ai réfléchi, je me suis senti triste et déprimé. Alors j'ai essayé de rester occupé. J'ai accepté toutes les heures supplémentaires proposées, j'ai pris quelques petits boulots chaque semaine, j'ai suivi des cours à l'université et j'ai passé quelques heures à l'IMC à plusieurs fois par semaine. Quelques semaines après les vacances, l'un des électriciens a parlé à tout le monde de la maison qu'il vendait. Son père était décédé 1 an auparavant et c'était une partie de l'héritage. La maison était en mauvais état mais dans un bon quartier et un bon district scolaire. Sa famille voulait simplement s'en débarrasser et était prête à la vendre à bas prix. Ils étaient même disposés à proposer un contrat de 5 ans avec une option d'achat à la fin juste pour s'en débarrasser. J'ai décidé d'y jeter un coup d'œil puisque les paiements seraient un peu plus élevés que ce que je payais en loyer. C'était une grande maison de plus de 185 mètres carrés. Elle avait 4 chambres, 2 salles de bain et un grand terrain. La seule chose que je n'aimais pas était que le grand garage n'était pas attenant à la maison mais se trouvait à 15 mètres derrière. La maison avait besoin d'une rénovation majeure. Mes parents y avaient vécu pendant 40 ans et n'avaient presque rien modernisé. Mais je savais que si je pouvais terminer tous les travaux nécessaires avant la fin du contrat de 5 ans, sa valeur augmenterait de 3 à 4 fois et obtenir un prêt hypothécaire ne serait pas un problème.
J'ai fait une offre et après quelques négociations, nous avons conclu un accord. Quelques semaines plus tard, j'ai quitté l'appartement et emménagé dans ma nouvelle maison. Je n'ai pas mentionné cela à Debbie avant que les formalités ne soient terminées car je voulais lui faire une surprise. Mais j'ai été surpris quand elle n'a pas semblé montrer d'intérêt. J'ai continué d'essayer de convaincre Debbie de venir. Finalement, j'ai dit que si elle ne pouvait pas venir, je viendrais à elle. Quand j'ai dit cela, elle a suggéré que nous nous rencontrions à mi-chemin. Nous avons fixé une date dans quelques semaines et j'ai pris quelques jours de congé. À l'approche de la date, le temps dans la péninsule supérieure est devenu progressivement pire et il semblait y avoir une tempête de neige après l'autre. Quelques jours avant la date prévue, elle a appelé pour dire que sa voiture avait des problèmes et, compte tenu de la météo, elle voulait reporter le rendez-vous. Très déçu, j'ai accepté, et quand nous avons raccroché, j'étais de très mauvaise humeur. Il semblait que notre prochaine opportunité de nous rencontrer serait pendant les vacances de printemps. Entre-temps, j'ai continué à travailler sur la maison pendant mon temps libre. J'ai demandé à l'un des charpentiers au travail, qui était aussi entrepreneur, de m'aider à concevoir l'aspect que je voulais donner à la maison une fois terminée. Le design final était assez ambitieux, mais dans mon esprit, je voulais créer une maison dans laquelle Debbie voudrait vivre. J'ai priorisé les projets. Je voulais d'abord finir la cuisine, puis les salles de bain, et ensuite les autres pièces. Quand le temps s'améliorera, je commencerai à travailler sur les projets extérieurs. Le coût de la rénovation de la maison était important en termes de matériaux, mais les coûts de main-d'œuvre étaient minimes. La plupart des artisans de l'usine échangeaient du travail entre eux. C'est ce que je faisais. Je faisais des travaux d'électricité et des travaux généraux pour ceux qui en avaient besoin, et en échange, des charpentiers, des vitriers, des peintres ou des techniciens en chauffage et climatisation faisaient le travail pour moi. C'était quelques semaines avant les vacances de printemps quand j'ai reçu un appel du père de Debbie, Carl. Je restais en contact avec lui et la mère de Debbie, Angela. Je leur ai même rendu visite quelques fois après Noël. Carl et Angela savaient tous les deux ce que je ressentais pour Debbie, et ils compatissaient à ma frustration car elle reflétait leur propre frustration à essayer de maintenir une relation à distance. Quand j'ai répondu à l'appel de Carl, il a dit « Que penses-tu des plans de Debbie pour les vacances de printemps ?» Confus, j'ai dit « Que veux-tu dire ?»« Tu ne sais pas. » Je ne lui ai pas parlé depuis une semaine, mais je supposais qu'elle rentrerait à la maison, ai-je dit. Elle a appelé hier soir. Elle prévoit d'aller à Corpus Christi avec quelques amis, a-t-il dit, clairement déçu. Je lui ai demandé ce que tu avais dit quand elle t'a annoncé ça, mais elle n'a pas répondu. Je n'arrive pas à croire qu'elle ne t'ait rien dit. Non, elle n'a rien dit. Je ne sais vraiment pas ce qui lui a pris. Je lui ai demandé si elle s'arrêterait chez nous en allant au Texas, elle a dit non. Son amie Miranda habite à Milwaukee, et elles iront là-bas pour récupérer la voiture. Donc elles traverseront le Wisconsin et continueront vers le sud. Elle prévoit de revenir par le même chemin. Comprenant ce qu'il disait, je me suis vraiment mis en colère contre Debbie pour la première fois. Se souciait-elle si peu de notre relation qu'elle ne ressentait pas le besoin de me parler d'abord de ses projets? Elle savait à quel point j'avais hâte de passer les vacances de printemps avec elle. Je lui avais dit combien je voulais qu'elle voie la maison. J'espérais avoir son avis sur la façon de l'aménager, et j'avais pris quelques jours de congé pour que nous puissions passer un long week-end de 4 jours ensemble pendant qu'elle serait à la maison. Frustré, j'ai dit. On dirait qu'elle a fait son choix, Carl. Apparemment, notre relation n'est pas assez importante pour qu'elle m'en parle d'abord. Désolé, Dave. Tu ne mérites pas d'être traité comme ça, a-t-il dit. Nous avons parlé encore quelques minutes puis nous avons raccroché. Assis sur le sol de la cuisine rénovée que j'espérais un jour appeler notre foyer, j'ai réalisé que peu importe combien on désire ou espère quelque chose, cela ne suffit pas à le faire se produire. Je comprenais maintenant que notre relation était surtout à sens unique. Mes rêves n'étaient pas ses rêves. Il n'y avait rien que je puisse faire pour qu'elle m'aime comme je l'aimais. J'ai secoué la tête et essuyé mes larmes. J'avais l'impression qu'un proche était mort subitement. Quand cela arrive, on ressent un énorme sentiment de perte. On ne cesse jamais de les aimer, mais on sait qu'il faut l'accepter et continuer sa vie. Le lendemain, je suis rentré de l'université pour trouver un message sur mon répondeur de la part de Debbie. Dave, désolé de t'avoir manqué. Rappelle-moi dès que tu reçois ce message. Je veux vraiment te parler. Merci, chérie. Sa voix semblait joyeuse et enjouée.
Je soupçonnais qu'elle voulait me susurrer de belles paroles sur les raisons pour lesquelles elle ne rentrait pas pour les vacances de printemps. J'ai secoué la tête, effacé le message et je suis parti travailler. Le jour suivant, j'ai fait des heures supplémentaires presque jusqu'au début de mon service. Quand je suis rentré, j'ai vu un autre message sur mon répondeur, encore de Debbie. Cette fois, sa voix semblait un peu inquiète. « Dave, chéri, s'il te plaît, rappelle-moi. J'ai parlé à mon père hier soir et il m'a dit qu'il t'avait informé de mes changements de plan pour les vacances de printemps. S'il te plaît, appelle-moi, d'accord? Je peux t'expliquer. Je serai dans le dortoir toute la journée. » Il y avait de l'inquiétude dans sa voix. Son père l'avait probablement réprimandé pour ne pas m'avoir parlé en premier. Une fois de plus, j'ai effacé le message et j'ai vaqué à mes occupations. Quelques jours plus tard, ma mère m'a appelé et m'a demandé ce qui se passait avec Debbie. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle m'a dit que Debbie avait appelé pour demander ma nouvelle adresse. Elle avait été évasive quand ma mère lui avait demandé pourquoi elle ne m'avait pas parlé. À contre-cœur, j'ai dit « Debbie et moi ne sortons plus ensemble ». Ma mère a eu le souffle coupé. « Dave, pourquoi? Que s'est-il passé? Elle et moi ne sommes pas d'accord sur ce qui est important pour chacun de nous », ai-je répondu doucement. « Je suis désolé, mon chéri. Je sais à quel point c'est difficile pour toi. Pourquoi ne viendrais-tu pas dîner ce dimanche et nous fêterons ton anniversaire, d'accord? » Samedi était mon anniversaire. Comme j'allais devenir majeur, plusieurs gars du travail voulaient m'emmener dans des bars. Alors je lui ai dit que je viendrais dimanche. C'est ainsi que s'est passé mon 21e anniversaire. Les gars m'ont emmené dans des bars, j'ai un peu trop bu, j'ai dansé avec quelques femmes et j'ai refusé quelques propositions pour aller plus loin. Je n'ai rien entendu de Debbie et je ne m'y attendais pas. Je n'étais pas sûr qu'elle se souvienne même de la date de mon anniversaire, bien que nous en ayons parlé, car c'était seulement quelques mois avant le sien. Le lendemain, je suis allé chez mes parents pour dîner. Mes frères et ma sœur étaient également là. Angie, ma sœur, était en première année dans une université d'État à environ 50 km. Maman a cuisiné mes plats préférés et tout le monde m'a offert des cadeaux. C'était merveilleux. Après le dîner, Angie est venue seule avec moi et m'a demandé ce qui s'était passé avec Debbie. Angie et moi étions les plus proches en âge et nous nous sommes toujours bien entendus. Je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé au cours de l'année écoulée, toutes les frustrations pour essayer de maintenir notre relation, et mes limites de patience quand elle a choisi d'aller dans le sud pour les vacances de printemps. « Dave, je sais que tu te demandais pourquoi je ne m'entendais pas avec Debbie quand vous avez commencé à sortir ensemble, dit-elle. Je ne t'ai jamais dit que je connaissais la petite sœur de Debbie, Sarah. Pas très proche, mais assez pour parler. Nous étions toutes les deux dans le même groupe de jeunes catholiques multiparoissiales notre dernière année de lycée. Après que vous ayez commencé à sortir ensemble, je lui ai parlé à l'une de nos réunions. J'ai mentionné que je connaissais quelqu'un qui sortait avec sa sœur. Je ne lui ai pas dit que c'était mon frère. Elle a dit beaucoup de choses sur Debbie. Je ne pense pas qu'elle l'aime. Selon elle, Debbie était égoïste et égocentrique. Avec son physique, elle obtenait toujours ce qu'elle voulait. Sarah a dit qu'à l'école, Debbie avait toujours au moins 2 garçons qui lui faisaient la cour et qu'elle en cherchait toujours un autre. Et malgré les efforts de ses parents pour limiter ses activités sociales, elle parvenait quand même à sortir souvent. J'ai réfléchi à ce qu'elle disait. Puis j'ai simplement haussé les épaules et dit tristement « Je ne sais pas, Angie. Je n'ai pas vu ça en elle. Tout ce que je sais, c'est que je l'aimais et je pense que je l'aime encore. Mais je ne peux pas vivre comme ça. Si elle ne ressent pas la même chose pour moi que je ressens pour elle, alors il vaut probablement mieux que chacun suive sa propre voie. » Angie m'a serré dans ses bras et nous n'avons rien dit d'autre. La semaine suivante, le père de Debbie, Carl, est passé chez moi. Je lui ai montré la maison et le terrain et lui ai parlé de la demi-douzaine de projets en cours. Il était stupéfait. « Tu as dit que tu as payé combien pour cette maison ?» a-t-il demandé. Quand je lui ai dit, il a répondu « Waouh, si tu termines tout et que tu arranges bien, cette maison vaudra 3 ou 4 fois plus. Je n'arrive pas à croire que tu n'as que 21 ans. C'est un excellent investissement pour quelqu'un qui aurait le double de ton âge. » Il m'a regardé attentivement. « Dave, je veux que tu saches que je serai fier de t'avoir comme gendre. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi travailleur que toi. » Mal à l'aise, j'ai dit « Merci, Carl, mais Debbie et moi n'en sommes pas arrivés là. » Carl m'a regardé droit dans les yeux. « Peut-être, Dave,
Mais nous savions ce que tu ressentais pour Debbie et je savais où elle était ces soirs-là quand elle disait qu'elle restait chez une amie. Non, ne te sens pas mal à l'aise. Nous avons toujours pensé qu'elle était en sécurité avec toi. Je suis juste désolé que ça se soit terminé ainsi. J'ai simplement haussé les épaules et changé de sujet, mais en partant, il a dit « Je ne pense pas que ça t'importe », mais elle a appelé et dit qu'elle était arrivée à Corpus Christi. D'accord. Puis il est parti. Ma routine n'a pas beaucoup changé au cours des mois suivants. Travail à l'usine, tâches ménagères, petits boulots, quelques heures de cours universitaires les mardis et jeudis, basket à l'IMCA les lundis, mercredis et vendredis matin. La seule chose qui a changé, c'est qu'avec le réchauffement du temps, j'ai commencé à faire des projets extérieurs, mais j'étais satisfait de l'avancement des travaux sur la maison. Je constate que plus je travaille dur, mieux je dors la nuit. Si je reste éveillé, je pense à Debbie et à quel point elle me manque. Et quand elle me manque, je ne peux pas dormir. C'était un cercle vicieux que j'essayais d'éviter. J'ai reçu un autre message d'elle après son retour du Texas. Je l'ai supprimé dès que j'ai entendu sa voix. Environ un mois après les vacances de printemps, c'était l'anniversaire de Debbie. J'y ai réfléchi longuement, mais finalement, j'ai décidé de lui envoyer une carte. C'était une carte assez neutre et je l'ai simplement signée. Je voulais juste qu'elle sache que je m'en souvenais. Puis j'ai repris mes occupations. C'était vers midi un samedi, le week-end du Memorial Day, quand j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte d'entrée. L'usine était fermée pour les 3 jours, et j'espérais terminer un projet dans le jardin sur lequel je travaillais depuis 9 heures du matin. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai dit d'un ton quelque peu irrité, « Oui ». Tout ce que j'aurais pu dire d'autre est resté coincé dans ma gorge. Debbie se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle était aussi belle que jamais et me coupait toujours le souffle. Ses yeux étaient écarquillés et elle avait l'air choquée. J'ai sonné à la porte, mais personne n'a répondu, dit-elle, presque en bégayant. Puis elle s'exclama, « Dave, que t'est-il arrivé ?»« Quoi ?» Je me suis regardé, pensant, « Que veut-elle dire ?» J'étais là en short kaki usé, en bottes de travail, et torse nu. J'avais une ceinture de charpentier qui pendait bas sur mes hanches. J'étais en sueur et couvert d'une fine couche de sueur de la scie circulaire que j'avais utilisée toute la matinée. Puis j'ai réalisé que Debbie ne m'avait pas vu depuis 6 mois. Je savais que j'avais perdu 5 à 7 kilos pendant ce temps. Je travaillais comme un fou depuis que j'avais acheté la maison en janvier, et mes efforts avaient doublé quand elle était partie pour les vacances de printemps. Je m'asseyais rarement pour un vrai repas, et en fait, la nourriture ne m'intéressait plus. Toute la graisse que j'avais avait pratiquement disparu. Je savais à la façon dont mes vêtements m'allaient que j'avais perdu quelques centimètres de tour de taille et gagné en poitrine et en épaules. Dernièrement, je ne me rasais que tous les 2 jours, donc j'avais une barbe de 2 jours. J'avais aussi coupé mes cheveux plus courts quand il avait fait plus chaud. Maintenant que j'y pensais, je devais probablement avoir l'air de vivre sur le fil du rasoir. J'ai ouvert grand la porte. Entre, je vais éteindre la radio. Je me suis éloigné de la porte vers la salle à manger et j'ai éteint la musique. Je suis revenu là où se tenait Debbie, qui avait à peine pénétré dans la maison. Elle semblait un peu mal à l'aise tandis que je l'examinais attentivement. Elle portait un short blanc, des sandales et un débardeur pastel moulant. Ses cheveux étaient tirés en queue de cheval et ses lunettes de soleil étaient remontées sur sa tête. J'ai remarqué qu'elle portait la bague en améthyste que je lui avais offerte. Elle avait l'air en forme. Désolé, j'avais la radio allumée pendant que je travaillais dans le jardin et je n'ai pas entendu la sonnette. J'imagine que j'ai l'air impoli. Je ne m'attendais pas à des visiteurs, dis-je timidement. Non, tu as l'air bien, Dave. Juste différent, je voulais simplement voir comment tu allais. Ton père a dit qu'il était venu il y a quelque temps et qu'il était très impressionné par la maison. Elle a l'air grande, dit-elle, détournant enfin son regard de moi pour observer le salon. Tu veux voir la maison ? Dis-je avec un sourire. Ça ne te dérange pas ? Demanda-t-elle un peu timidement. Bien sûr que non, je suis en fait fier de comment les choses évoluent, dis-je alors qu'elle commençait à me suivre. La maison fait environ 185 mètres carrés. À l'origine, elle avait 4 chambres et 2 salles de bain. Je la rénove pour avoir 3 chambres et 3 salles de bain. 2 salles de bain complètes à l'étage et une en bas. Comme tu peux le voir, nous rénovons la cheminée du salon en pierre des champs et cette poutre de grange en chêne appuyée contre le mur deviendra le manteau. Les sols du rez-de-chaussée sont tous en bois d'origine. Une fois que tout le reste sera terminé,
j'ai l'intention de les poncer. Nous avons traversé la salle à manger et j'ai montré les plans sur la table de la cuisine. Un ami constructeur a dessiné le plan selon mes souhaits. Je pense que ça prendra plus d'1 an pour tout terminer. Je l'ai conduite à la cuisine, qui était la seule pièce terminée. Elle avait tous les nouveaux appareils, des comptoirs en marbre et de nouvelles armoires. La cuisine est en fait la seule pièce entièrement terminée, jusqu'à la peinture, dis-je. Elle est magnifique, dit-elle en passant ses mains sur le marbre. Montons à l'étage avant que je te montre le jardin. Nous avons monté les escaliers et parcouru le couloir. La chambre principale donne sur le jardin et a sa propre salle de bain. J'ai déjà remplacé les toilettes, le lavabo, le meuble vasque et la baignoire. Il ne reste plus qu'à poser le revêtement de sol et peindre les murs, dis-je en la faisant passer devant mon lit queen size recouvert d'un vieux couvre-lit rustique. Je me suis retourné pour la regarder et j'ai vu qu'elle observait la table de chevet. À côté du téléphone et de la lampe de chevet se trouvait une photo d'elle de 13 sur 18 cm. Elle me l'avait offerte pour Noël. Elle a finalement détourné son regard et a observé la salle de bain. « Waouh, un jacuzzi ?» dit-elle. « Oui. » J'ai ignoré la remarque évidente qu'il était assez grand pour deux. Ensuite, je l'ai guidé dans le couloir. La dernière chambre était si petite que j'ai décidé de la diviser. Une partie sera combinée avec le placard de la chambre principale pour en faire un dressing assez grand. L'autre moitié deviendra une salle de bain complète. Je lui ai montré les 2 autres chambres. L'une est complètement vide, l'autre sert de bureau. Il y avait un canapé-lit, une table, quelques chaises, 2 bibliothèques pleines et une petite télé. Nous sommes retournés et nous sommes tenus en haut des escaliers, regardant à travers le plafond ouvert avec ses poutres apparentes vers l'espace de vie qui soulignait la taille de la maison. Debbie a posé sa main sur mon bras et a dit « Dave, cette maison est immense. Que vas-tu faire de tout cet espace ?» En la regardant, j'ai dit lentement « Eh bien, quand je l'ai achetée, je n'imaginais pas que j'y vivrais seul. » Alors que le sens de mes paroles faisait son chemin, le visage de Debbie est devenu rouge et elle a retiré sa main. Essayant de désamorcer ce moment gênant, j'ai dit « Viens, je vais te montrer le jardin et le garage. » Je l'ai conduite en bas des escaliers, à travers la salle à manger et par les portes coulissantes en verre jusqu'à la terrasse partiellement achevée. C'est ce sur quoi je travaille cette semaine. Une terrasse d'environ 20 mètres carrés sur 2 niveaux avec des escaliers menant au jardin. Elle sera assez grande pour un barbecue au gaz, une table d'extérieur, des chaises et même un jacuzzi. Et je prévois de construire une clôture pour intimité qui enclosera environ 185 mètres carrés de jardin, suffisamment grand pour y mettre une piscine un jour. Je l'ai menée au garage, qui était à 15 mètres de la maison. Je sais que ce n'est qu'un garage, une place et demie, mais avec un grand espace de rangement dans le grenier. Je prévois de construire un grenier du côté face à la maison et d'en faire un atelier. En gros, c'est tout sauf le sous-sol, qui a aussi beaucoup d'espace pour une salle de jeu équipée. Debbie a lentement regardé autour du garage, de la maison et du jardin. « Eh bien, Dave, il est évident que tu es fier de ce que tu fais et je comprends pourquoi. Mais comment peux-tu te permettre tout ça ?» Je me suis gratté le cou et j'ai souri. « Eh bien, je ne paye pas beaucoup de main-d'œuvre. Je fais la plupart des travaux moi-même ou j'échange des services avec d'autres gars du métier. Et j'obtiens des réductions sur les matériaux. Et honnêtement, je n'ai pas grand-chose à dépenser à part pour cette maison. Je vois, a-t-elle dit d'un air pensif. Nous avons bavardé en descendant l'allée jusqu'à sa voiture. Dave, merci pour la carte d'anniversaire. C'était gentil de ta part de t'en souvenir, a-t-elle dit doucement. J'ai simplement souri et hoché la tête. Elle a commencé à monter dans la voiture, mais s'est arrêtée et m'a regardé. Dave, maman et papa m'ont demandé de t'inviter à dîner lundi. Papa fera un barbecue. Ce sera juste la famille et probablement les petits amis de ma sœur. J'ai mis mes mains dans mes poches et j'ai regardé le sol, y réfléchissant. Finalement, j'ai levé les yeux vers elle et j'ai dit, « Ce ne serait pas gênant pour toi que je sois là. Je veux dire, non, Dave, ça signifierait beaucoup pour moi si tu venais. S'il te plaît, dit-elle en me regardant dans les yeux. Bien sûr que je viendrai. À quelle heure ? Avec un grand sourire sur son visage, elle répondit. Vers 2 heures, et apporte la bière, d'accord ? Lui rendant son sourire, je dis, ce sera fait. Je l'ai regardé sortir de l'allée et s'éloigner en voiture. En me retournant pour entrer dans la maison,
je me suis rendu compte que je souriais. En fait, j'ai souri presque tout le temps qu'elle était là. Le jour du Memorial Day, je me suis apprêté et même rasé. J'ai mis un short convenable, un polo et des sandales, j'ai pris un pack de 6 bières dans le frigo et je suis parti. Debbie m'a accueilli chaleureusement à la porte et m'a surpris en m'embrassant sur la joue. Elle m'a pris la main tandis que nous traversions la maison pour aller dans le jardin. Sa mère et son père m'ont accueilli comme le fils qu'ils n'avaient jamais eu. J'avais rencontré sa sœur à Noël dernier. Maintenant, elle me présentait le fiancé de sa sœur aînée et le petit ami de sa sœur cadette. La sœur aînée de Debbie, Elizabeth, était une version plus attirante de son père. Elle venait d'obtenir son diplôme universitaire en gestion financière. Elle et son fiancé prévoyaient de se marier à l'automne. Sa sœur cadette Sarah devenait une version plus studieuse de Debbie et, franchement, plus intelligente, tout aussi belle, mais d'une manière différente. Elle venait d'obtenir son diplôme de lycée et était inscrite dans une université publique près de chez elle. C'était une sorte de génie en mathématiques. Elle n'avait pas encore décidé si elle voulait devenir comptable ou ingénieure. Nous avons passé un excellent moment. Son père et moi avons longuement parlé de ma maison et sa mère ajoutait des commentaires de temps en temps. Ils étaient tous deux très intéressés par l'évolution des choses. Debbie ne disait rien, mais ses sœurs écoutaient attentivement et donnaient des conseils de temps à autre. Sarah et Debbie aidaient avec la nourriture et de temps en temps, je remarquais qu'elles me regardaient toutes les deux en chuchotant. Après le dîner, nous nous sommes tous assis à boire de la bière et à discuter. J'ai remarqué qu'il n'y avait aucune discussion sur les vacances de printemps ou le Texas. J'ai demandé à Debbie si elle avait vu Josh cette année scolaire. Nous avions perdu contact et je me demandais comment il allait. Elle a dit qu'elle ne l'avait vu qu'une fois le semestre dernier, mais que Miranda le voyait de temps en temps et l'avait même rencontré quelques fois. Quand il s'est fait tard, j'ai dit qu'il était probablement temps pour moi de rentrer chez moi. J'ai remercié Carl et Angela pour le dîner, j'ai dit au revoir à tout le monde et je me suis dirigé vers la porte. Debbie s'est levée d'un bond, s'est approchée et a chuchoté quelque chose à sa mère, puis a dit « Je vais t'accompagner jusqu'à la voiture ». Elle m'a pris la main et nous avons marché jusqu'à ma voiture où nous nous sommes arrêtés. Elle m'a regardé et a dit « Dave, pouvons-nous parler quelques minutes ? Il y a un petit parc au bout de la rue. Il y a quelques tables de pique-nique là-bas et personne ne nous dérangera. » Soupçonnant que cela allait probablement arriver quand j'ai été invité à dîner, j'ai simplement hoché la tête et nous avons continué à marcher dans la rue. Nous avons bavardé de choses sans importance jusqu'à ce que nous arrivions au parc. Nous nous sommes assis face à face. Ils sont tous deux restés silencieux et Debbie s'agitait nerveusement jusqu'à ce qu'elle croise finalement les bras et me regarde. « Dave, je veux m'excuser pour ce que je t'ai fait pendant les vacances de printemps. C'était mal, je le sais. J'aurais dû en discuter avec toi, mais je voulais éviter la confrontation. Et quand tu n'as pas répondu à mes appels, j'ai pensé à t'écrire, mais je ne savais pas quoi dire. Quand l'opportunité de partir s'est présentée, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était qu'il ne me restait que 2 ans d'université et que ce serait peut-être ma dernière chance de le faire. C'était égoïste, je le sais. Je n'ai pas pensé à ce que tu ressentirais. Je savais que tu serais mécontent de moi, mais je ne pensais pas que tu me raillerais de ta vie. Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux. Je comprends. Eh bien, tu as fait un choix sur ce qui est important pour toi. J'ai été blessé et déçu, mais cela m'a montré où est ma place, ai-je dit calmement. J'ai haussé les épaules, mais c'est du passé maintenant et nous aussi. Nous pouvons tous les deux aller de l'avant. Elle s'est mise à pleurer ouvertement. Mais Dave, je ne veux pas te quitter. S'il te plaît, tu me manques et je veux être avec toi. Rompre, Debbie, nous n'avons jamais été ensemble. Chaque fois que j'essayais de me rapprocher de toi, tu me tenais à distance. Tu as clairement montré que tu valorises ton indépendance plus que notre relation. Si tu ne ressens pas ça pour moi, si je viens vers toi, il vaut mieux l'accepter et passer à autre chose. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Je sais, Dave, j'avais peur de m'engager. J'avais l'impression que tu me pressais. Ces derniers mois sans toi m'ont beaucoup appris. J'ai réalisé que je t'aime et j'espère que tu m'aimes encore. J'ai tendu les bras à travers la table et j'ai pris ses mains dans les miennes. Debbie, je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai juste réalisé que je ne pouvais pas vivre sans être aimé en retour. Debbie m'a regardé à travers ses larmes. Pouvons-nous réessayer, Dave? J'y ai réfléchi pendant quelques minutes, mais j'ai immédiatement réalisé que c'était ce que je voulais le plus au monde.
Je travaille la nuit, tu travailles le jour. Ce sera difficile de se fréquenter, ai-je dit. Peu importe, Dave. Tout ce que tu veux faire me convient, a dit Debbie en serrant fort mes mains. Je pense que je peux renoncer aux heures supplémentaires samedi soir. Planifions quelque chose pour samedi ou samedi soir, d'accord? Ce serait formidable, Dave, dit-elle en souriant et en essuyant les larmes de ses yeux. C'était le début de notre réconciliation. Les choses ont été lentes pendant les premières semaines, mais après cela, nous étions à nouveau inséparables. Pendant la semaine, j'étais toujours complètement absorbé par le travail et les projets autour de la maison. Mais nous passions les week-ends ensemble. J'ai renoncé à autant d'heures supplémentaires le week-end que possible pour passer plus de temps avec elle. Et le sexe était génial. Tout ce qu'on dit sur le sexe de réconciliation est vrai. C'était encore mieux qu'avant. Debbie a commencé à rester chez moi les week-ends. Je ne sais pas ce que ses parents en pensaient, mais je sais qu'ils étaient heureux que nous soyons de nouveau ensemble. J'ai impliqué Debbie dans le choix de la peinture, des tapis et des rideaux pour la maison. Elle avait aussi un excellent goût en matière d'aménagement paysager. Elle a commencé à venir 2 ou 3 fois par semaine pendant que j'étais au travail pour terminer un projet sur lequel elle m'aidait. Quelquefois, je suis rentré du travail et je l'ai trouvée endormie dans mon lit. Inutile de dire que ces matins-là, elle appelait le travail pour dire qu'elle était malade. L'été est passé à toute vitesse. La voiture que je conduisais depuis plusieurs années commençait à me poser des problèmes d'entretien. Je l'ai échangée contre une camionnette presque neuve. Quelques week-ends vers la fin de l'été, Debbie et moi l'avons chargée et sommes allés camper le long du lac Michigan. Le dernier jour de congé avant que Debbie ne doive retourner à l'école, nous avons tous les deux pris notre vendredi et sommes allés au parc d'État de Wilderness pour 3 jours. Le samedi, nous étions allongés sur la plage, profitant du soleil après une baignade vivifiante dans le lac Michigan. Allongé là, j'ai commencé à caresser doucement son visage et son cou et à embrasser son oreille. Elle s'est tournée et m'a souri. « Oh mon Dieu, Dave, tu n'en as pas eu assez hier soir? Je ne peux jamais avoir assez de toi, Debbie, ai-je dit. » Elle s'est tournée vers moi et nous nous sommes allongés face à face, nous embrassant tendrement. « Debbie, veux-tu m'épouser? » ai-je dit. « Qu'est-ce que tu as dit? » haleta-t-elle en s'éloignant de moi. Je me suis assis et j'ai sorti la boîte de notre sac de plage. Je l'ai ouverte et la lui ai apportée. « Je pense que tu m'as entendu, Debbie. Veux-tu m'épouser? » Elle s'est assise et a regardé la bague avec un diamant de 3/4 de carat dans la boîte. « Oh mon Dieu, Dave, elle est magnifique. » Je l'ai sortie et l'ai mise à son doigt. « Cela veut-il dire oui? » « Oui, Dave. Je t'aime, vraiment. » Nous avons passé le reste du voyage à parler de mariage et de vie de famille. Nous étions tous les deux d'accord qu'il valait mieux attendre qu'elle finisse ses études. Nous avons donc décidé de fixer une date pour l'été prochain, probablement fin juillet ou août. Nous savions tous les deux que nous voulions des enfants, mais avons décidé d'attendre que Debbie soit établie dans sa carrière. J'ai pris ma soirée avant que Debbie ne doive retourner à l'école. Debbie, mes parents et moi sommes allés dîner pour célébrer nos fiançailles. 3 femmes ont convenu de se rencontrer le jour de Noël pour planifier leur mariage. Debbie et moi avons convenu de fixer une date d'ici là. Cette nuit-là, Debbie est restée avec moi et nous avons parlé doucement jusqu'au matin. Cette fois, nous avons définitivement décidé de nous voir au moins une fois par mois pendant l'année scolaire. J'ai proposé d'aller la voir, mais elle a dit qu'elle préférait venir chez nous ou que nous nous rencontrions à mi-chemin entre l'école et la maison. Pour sa dernière année de lycée, Debbie prévoyait de vivre hors du campus. Quelques amis, dont Miranda, l'ont invitée à louer une maison avec eux. Sa part du coût serait légèrement supérieure aux frais de l'internat. Elle a dit qu'elle en avait assez de vivre sur le campus et que, comme elle avait une voiture, se rendre au cours ne serait pas un problème. Le lendemain, je l'ai embrassée pour lui dire au revoir et je l'ai regardée charger sa voiture et partir vers le nord. Elle avait à peine quitté la rue que je la regrettais déjà. Je suis revenu à la routine de l'année dernière. Maintenant, j'avais pour objectif de terminer la maison à temps pour notre mariage. Les week-ends, j'essayais de me détendre un peu et de passer plus de temps avec ma famille. Presque tous les dimanches, j'avais des invitations permanentes à dîner soit chez mes parents, soit chez les parents de Debbie. Pour être équitable, j'alternais chaque semaine. La sœur cadette de Debbie, Sarah, était à l'université et vivait à la maison, donc elle était généralement là pour le dîner aussi. Quand elle était là,
Nous avions toujours des conversations intéressantes et nous nous amusions bien. Debbie est rentrée le week-end de septembre pour le mariage de sa sœur aînée. Comme prévu, elle et Sarah étaient demoiselles d'honneur. Le mariage s'est déroulé sans accroc majeur et tout le monde s'est bien amusé. Debbie et moi avons dansé, bu et ri toute la nuit à la réception. Quand octobre est arrivé, Debbie et moi prévoyions de nous rencontrer à la fin du mois. Quelques jours avant, elle a appelé et dit qu'ils avaient une tempête de neige précoce et que la voiture avait des problèmes de frein. Elle ne pensait pas pouvoir venir. J'ai dit que je viendrais la voir et resterais avec elle. Elle a dit non, qu'elle préférait reporter notre rencontre au week-end suivant. Elle réparera la voiture et s'assurera que le temps s'améliore. J'ai changé ma réservation pour un hôtel à Mackinac City. Nous nous sommes retrouvés le vendredi suivant et avons passé un agréable week-end à faire du tourisme, y compris une journée sur l'île de Mackinac. À son arrivée, elle semblait distraite et pas comme d'habitude. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle a dit qu'elle pensait aux délais et aux examens à l'école. Alors que nous étions assis au dîner le premier soir, je tenais ses mains quand j'ai remarqué quelque chose. J'ai dit, « Debbie, où est ton alliance ?» Debbie a regardé sa main comme si elle ne l'avait pas remarqué. Elle a rougi et dit, « Oh, je faisais la vaisselle avant de partir et je l'ai enlevée. J'ai juste oublié de la remettre. » Puis j'ai soulevé son autre main, où la bague en améthyste était visible. Je suppose que je suis juste étourdi. J'ai pris une chose et oublié l'autre, a-t-elle dit sans conviction. Eh bien, la prochaine fois, souviens-toi du diamant et oublie le reste, ai-je dit en plaisantant et j'ai laissé tomber la question. Thanksgiving est arrivé et nous avons passé un merveilleux week-end de 4 jours. Debbie a passé la plupart de son temps chez moi. Je lui ai montré les progrès et nous avons discuté de certaines de ses idées de design, que j'ai incluses dans la liste des projets. Nous avons également fait du shopping pour des luminaires et des tapis. Quand Debbie est rentrée chez elle pour Noël, elle a dit que la voiture avait toujours des problèmes et avec une année record de chute de neige dans la péninsule supérieure, elle n'était pas sûre du nombre de fois qu'elle pourrait revenir cet hiver. Je savais que même dans les meilleures conditions, le trajet serait un voyage épuisant de 6 heures. Son père et moi avons examiné la voiture et avons décidé que ça ne valait pas la peine d'investir beaucoup d'argent dedans. J'ai fini par acheter une Jeep de 2 ans encore sous garantie. Le mécanicien l'a vérifiée et a dit qu'elle était en bon état. Je l'ai donnée à Debbie et lui ai dit qu'elle n'avait maintenant plus d'excuses pour ne pas rentrer à la maison. Je l'ai dit en plaisantant, mais elle n'a pas trouvé ça drôle. Debbie et les mamans ont finalisé leur plan de mariage. La date était fixée, l'église paroissiale et la salle de réception étaient réservées. Elles ont commencé à travailler sur tous les autres détails et j'étais content que tout ce que j'avais à faire était de mettre un smoking et de me présenter. Je suis allé retrouver Debbie à Saint-Ignace pour le week-end de la Saint-Valentin. Il faisait trop froid et il y avait trop de neige pour faire quoi que ce soit d'autre qu'admirer la beauté sauvage de la côte et la vue sur le pont. Mais j'avais réservé une chambre d'hôtel avec un jacuzzi et nous étions plus que contents de passer la plupart de notre temps là-bas, rattrapant les 6 semaines que nous avions passées séparés. Fin de la partie 1. Merci de nous soutenir avec le bouton « J'aime » et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Merci.